Imagine un instant que tu te retrouves assis face à un médecin et qu'il te pose une question simple, presque banale en apparence. Comment vas-tu vraiment? Pas ta tension artérielle, pas tes analyses de sang, pas le chiffre sur la balance, mais toi, dans ta vie quotidienne, dans tes habitudes, dans ta façon d'être au monde. Cette question, je te la pose aujourd'hui, parce que depuis des années, je m'intéresse à ce qui fait que certaines personnes vieillissent bien, avec sérénité, avec vitalité, avec une présence au monde qui reste intacte, même après 70, 80, voire 90 ans. Et ce que j'ai découvert, à travers les recherches, les rencontres cliniques, les lectures et les conversations, c'est que la longévité n'est pas uniquement une affaire de génétique ou de chance. Elle est aussi, et peut-être surtout, une affaire de comportement, d'attitude, de façon de vivre et de penser. Aujourd'hui, je voudrais te parler de 11 signes, 11 indicateurs qui, selon les études les plus sérieuses en psychologie, en médecine comportementale et en gérontologie, peuvent nous donner une idée assez précise de combien d'années de vie en bonne santé il nous reste après 70 ans. Et je dis bien en bonne santé, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le nombre d'années, c'est la qualité de ces années, c'est la présence, la joie, la capacité à aimer et à être aimé, à se lever le matin avec l'envie d'être là. Je sais que ce sujet peut faire peur. Parler de la mort, de la vieillesse, du temps qui passe, c'est quelque chose que notre culture évite souvent. On préfère ne pas y penser. On se dit que ça viendra bien assez tôt. Mais je crois, profondément, que regarder ces questions en face, avec douceur et lucidité, c'est l'un des actes les plus libérateurs que l'on puisse faire. Parce que quand on comprend ce qui influence notre longévité, on reprend un peu le pouvoir sur notre propre vie. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Alors installe-toi confortablement. Prends une grande inspiration et laisse-moi te guider à travers ces 11 signes avec toute la bienveillance que ce sujet mérite. Le premier signe, c'est la vitesse à laquelle tu marches. Je sais, cela peut sembler surprenant. On ne s'attendrait pas à ce qu'une chose aussi simple que la façon dont on marche dans la rue puisse nous dire quelque chose sur notre espérance de vie. Et pourtant, les chercheurs ont découvert quelque chose de fascinant. La vitesse de marche est l'un des indicateurs les plus fiables de la santé globale chez les personnes de plus de 70 ans. Pas parce que marcher vite est en soi magique, mais parce que cette vitesse reflète l'état de ton système cardiovasculaire, de tes muscles, de ton équilibre neurologique et même de ton état mental. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a suivi des milliers de personnes âgées pendant plusieurs années et elle a montré que ceux qui marchaient à une allure soutenue, disons plus de 1 mètre par seconde, avaient une espérance de vie significativement plus longue que ceux qui marchaient lentement. Ce n'est pas une question de performance sportive, c'est une question de vitalité globale. Quand ton corps est en forme, quand ton cerveau envoie les bons signaux, quand tu n'as pas de douleur chronique qui te freine, tu marches naturellement avec une certaine énergie. Je me souviens d'une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle avait 72 ans et elle me disait qu'elle avait l'impression de ralentir, pas seulement dans sa marche, mais dans tout. Dans sa façon de penser, dans son envie de faire des choses, dans sa relation aux autres. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on a réalisé que ce ralentissement n'était pas inévitable. Il était lié à une forme de découragement, à un manque de stimulation, à une solitude progressive. En travaillant sur ces aspects-là, elle a retrouvé de l'élan. Et, chose intéressante, elle marchait à nouveau plus vite. Pas parce qu'elle s'était entraînée à marcher vite, mais parce que quelque chose en elle s'était rallumé. La vitesse de marche, c'est donc un miroir. Un miroir de ton état intérieur autant que de ton état physique. Et la bonne nouvelle, c'est que ce miroir peut changer. Il n'est pas figé. Le deuxième signe, c'est la qualité de ton sommeil. Voilà un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que dans notre société, on a longtemps glorifié le fait de dormir peu. Comme si ne pas dormir était un signe de productivité, de courage, de force. Et c'est une erreur profonde. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique fondamentale. Et après 70 ans, sa qualité devient encore plus déterminante. Les recherches en neurosciences
nous ont appris quelque chose d'extraordinaire ces dernières années. Pendant que tu dors, ton cerveau se nettoie. Il élimine des déchets métaboliques, notamment des protéines, qui, si elles s'accumulent, sont associées à des maladies comme Alzheimer. Le sommeil est littéralement une opération de maintenance cérébrale. Quand tu dors bien, régulièrement, suffisamment, tu donnes à ton cerveau les moyens de rester en bonne santé. Mais le sommeil influence aussi ton système immunitaire, ta régulation émotionnelle, ta capacité à gérer le stress. Les personnes qui dorment mal de façon chronique ont un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dépression. Et inversement, celles qui ont un sommeil de qualité, même si elles dorment peut-être un peu moins longtemps qu'à 20 ans, mais de façon profonde et réparatrice, ces personnes-là vieillissent mieux. Alors comment sait-on si on dort bien? Ce n'est pas uniquement une question de nombre d'heures, c'est une question de comment tu te réveilles. Est-ce que tu te lèves le matin avec une sensation de récupération? Est-ce que tu traverses la journée sans avoir besoin de t'effondrer de fatigue en milieu d'après-midi? Est-ce que ton humeur est relativement stable tout au long de la journée? Ces questions sont de bons indicateurs. Et si tu dors mal, il est important de ne pas se résigner. Beaucoup de personnes âgées me disent « c'est normal, à mon âge, on dort moins bien ». Et c'est vrai que le sommeil évolue avec l'âge. Mais il y a une différence entre une évolution naturelle et un trouble du sommeil qui mérite attention. L'hygiène du sommeil, la gestion du stress, parfois un accompagnement thérapeutique, peuvent faire une vraie différence. Le troisième signe, et celui-ci est peut-être le plus surprenant, c'est la force de ta poignée de main. Oui, tu as bien entendu. La force de préhension, c'est-à-dire la force avec laquelle tu peux serrer quelque chose dans ta main, est l'un des prédicteurs les plus robustes de la longévité et de la santé fonctionnelle après 70 ans. Des études menées sur des dizaines de milliers de personnes dans de nombreux pays ont montré une corrélation très forte entre la force de préhension et la survie à long terme. Pourquoi? Parce que la force musculaire globale est un reflet de la santé de tout ton organisme. Les muscles ne sont pas seulement là pour porter des sacs ou ouvrir des bocaux. Ils jouent un rôle dans la régulation métabolique, dans la protection des articulations, dans la stabilité posturale qui prévient les chutes. Et les chutes, après 70 ans, sont une cause majeure de perte d'autonomie et de déclin de santé. La sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire liée à l'âge, est un phénomène naturel, mais elle n'est pas inéluctable dans son ampleur. L'activité physique, et notamment les exercices de résistance, même modérés, peuvent ralentir considérablement ce processus. Ce n'est pas une question de devenir un athlète. C'est une question de maintenir une activité physique régulière, adaptée à ses capacités, tout au long de la vie. Je pense à un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence, il y a quelques années. Il avait 75 ans, et il me disait qu'il avait commencé à faire de la musculation légère à 68 ans. Pas pour ressembler à un bodybuilder, bien sûr, mais parce que son médecin lui avait dit qu'il perdait de la masse musculaire et que cela allait affecter sa qualité de vie. Il m'a confié que ça avait été une révélation. Non seulement il se sentait plus fort physiquement, mais il avait retrouvé une confiance en lui, une sensation de maîtrise de son corps, qui avait transformé sa façon de vieillir. Il marchait la tête haute, littéralement. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ce qui influence ta santé et ta longévité, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de rester connecté à ces réflexions. Le quatrième signe, c'est ton réseau social. Et là, je ne parle pas de Facebook ou d'Instagram. Je parle de tes relations humaines réelles, de tes liens avec les autres, de la qualité de tes amitiés, de tes relations familiales, de ta capacité à te sentir appartenir à quelque chose, à une communauté, à un groupe, à un réseau de personnes qui comptent pour toi et pour qui tu comptes. Les recherches sur ce sujet sont absolument remarquables. L'étude de Harvard sur le développement adulte, qui a suivi des centaines de personnes pendant plus de 80 ans, est peut-être l'étude longitudinale la plus longue jamais réalisée sur le bonheur et la santé humaine. Et sa conclusion principale est d'une clarté désarmante. Ce qui prédit le mieux la santé et le bonheur dans la vieillesse, ce ne sont pas la richesse, la gloire ou le succès professionnel. C'est la qualité des relations humaines,
Les personnes qui ont des liens chaleureux, de confiance, avec d'autres êtres humains, vieillissent mieux. Elles ont moins de maladies chroniques, elles gardent leur capacité cognitive plus longtemps, elles souffrent moins de dépression. Et inversement, la solitude est un facteur de risque pour la santé aussi sérieux que le tabagisme ou l'obésité. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. La solitude chronique augmente l'inflammation dans le corps, affaiblit le système immunitaire, perturbe le sommeil. Après 70 ans, les réseaux sociaux ont tendance à se réduire naturellement. Les amis disparaissent, les collègues de travail ne sont plus là, les enfants ont leur propre vie. Et si on ne fait pas un effort conscient pour maintenir et créer des liens, on peut se retrouver dans une solitude progressive qui est très néfaste pour la santé. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour créer des liens. Des études ont montré que même des personnes très âgées peuvent développer de nouvelles amitiés, s'engager dans des associations, trouver des communautés de personnes partageant leurs intérêts, et que ces nouveaux liens ont un impact positif réel sur leur santé et leur longévité. Le 5e signe, c'est ta relation au sens. Est-ce que tu as le sentiment que ta vie a un sens? Est-ce que tu te lèves le matin avec quelque chose qui t'attend, quelque chose qui te donne envie d'être là? Les Japonais ont un mot pour cela, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, Ikigai. C'est cette raison d'être, ce moteur intérieur qui te pousse à te lever, à t'engager, à participer à la vie. Les recherches ont montré que les personnes qui ont un fort sentiment de sens dans leur vie ont une espérance de vie plus longue et une meilleure santé mentale. Ce sens peut prendre 1000 formes différentes. Pour certains, c'est la famille, les petits-enfants, le fait d'être là pour les autres. Pour d'autres, c'est un projet créatif, un jardin, de la musique, de l'écriture. Pour d'autres encore, c'est un engagement associatif, une cause qui les dépasse. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de la chose. Ce qui compte, c'est qu'elle soit réelle pour toi, qu'elle te touche vraiment, qu'elle te donne envie. Je pense à une femme que j'ai accompagnée qui avait perdu son mari après 50 ans de mariage. Elle était dévastée, bien sûr. Et pendant un moment, elle m'a dit qu'elle ne voyait plus de raison de continuer. Pas dans un sens suicidaire, mais dans le sens d'une perte de goût pour la vie. Et puis, progressivement, elle a commencé à écrire. D'abord pour elle-même, pour mettre des mots sur son deuil. Puis pour ses enfants, pour leur transmettre l'histoire de leur famille. Et finalement, elle a rejoint un atelier d'écriture dans sa ville. Elle avait 78 ans et ce projet d'écriture est devenu son ikigai. Il lui a redonné une raison d'être là, une curiosité pour l'avenir, une envie de voir ce qui allait suivre. Le 6e signe, c'est ta façon de gérer le stress. Le stress chronique est l'un des grands ennemis de la longévité. Pas le stress aigu, celui qui nous aide à réagir face à un danger immédiat, mais le stress chronique, celui qui s'installe durablement, qui ronge, qui s'accumule, qui ne trouve pas de résolution. Ce type de stress provoque une inflammation chronique dans le corps, qui est associée à pratiquement toutes les maladies dégénératives, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies neurodégénératives. Mais ce qui est fascinant, et que les recherches récentes ont mis en lumière, c'est que ce n'est pas tant la quantité de stress qui compte, mais la façon dont on y répond. Certaines personnes peuvent traverser des situations très difficiles et garder une certaine résilience, une capacité à rebondir, à ne pas rester piégées dans l'état de stress. Et d'autres, face à des situations objectivement moins graves, se retrouvent submergées, incapables de sortir de cet état d'alerte permanente. Les outils pour mieux gérer le stress sont nombreux et bien documentés. La méditation de pleine conscience, que j'ai beaucoup pratiquée et enseignée, est l'un d'eux. Pas parce qu'elle fait disparaître les problèmes, mais parce qu'elle change notre relation à nos propres pensées et émotions. Elle nous apprend à observer ce qui se passe en nous sans être immédiatement emportés par cela. C'est une compétence qui se cultive, qui s'apprend et qui a des effets mesurables sur la santé physique et mentale. L'exercice physique est un autre outil puissant, non seulement parce qu'il réduit les hormones du stress dans le corps, mais aussi parce qu'il génère des endorphines, ces substances naturelles qui procurent un sentiment de bien-être. La connexion sociale, dont on a parlé, est également un régulateur du stress très efficace. Et tout simplement,
Le fait de passer du temps dans la nature, de se promener dans un parc ou une forêt, a des effets démontrés sur la réduction du cortisol, l'hormone du stress. Si tu te reconnais dans ce que je décris, si tu sens que le stress est une présence un peu trop envahissante dans ta vie, je t'encourage à ne pas attendre. Parce que les habitudes de gestion du stress que tu développes aujourd'hui vont avoir un impact direct sur ta santé dans les années qui viennent. Faisons une petite pause ici. Si ces réflexions te touchent, si elles t'apportent quelque chose d'utile, pense à t'abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire pour me dire ce qui résonne le plus pour toi. Ça m'aide vraiment à comprendre ce qui vous est utile et ça me donne l'énergie de continuer à créer ce type de contenu. Le 7e signe, c'est ta relation à l'alimentation. Je ne vais pas te donner ici un régime miracle ou une liste d'aliments interdits. Ce n'est pas mon approche. Ce qui m'intéresse, c'est la relation globale que tu entretiens avec ce que tu manges. Est-ce que tu manges de façon consciente, en prenant le temps de savourer? Est-ce que ton alimentation est variée, riche en végétaux, en légumineuses, en bonnes graisses? Est-ce que tu manges en lien avec des personnes que tu aimes, dans un contexte de convivialité? Les études sur les zones bleues, ces régions du monde où l'on trouve une concentration exceptionnelle de centenaires, comme la Sardaigne en Italie, Okinawa au Japon ou la péninsule de Nicoya au Costa Rica, ont mis en évidence des patterns alimentaires communs. Ces populations mangent peu de viande, beaucoup de légumes, de légumineuses, de céréales complètes. Elles mangent en quantité modérée, sans se priver, mais sans excès. Et elles mangent ensemble, dans un cadre social et convivial. Ce dernier point est peut-être le plus souvent négligé. La dimension sociale du repas est fondamentale. Un repas partagé est bien plus qu'une ingestion de nutriments. C'est un moment de lien, de partage, de plaisir commun. Et ce plaisir, cette convivialité, ont un impact réel sur la santé. Le repas solitaire, mangé rapidement devant un écran, n'a pas les mêmes effets sur le corps et l'esprit qu'un repas partagé avec des personnes que l'on aime, dans la lenteur et la présence. Je pense aussi à l'importance de ne pas avoir une relation anxieuse à la nourriture. Certaines personnes, après des années de régime, de restrictions, de culpabilité alimentaire, ont développé une relation au manger qui est source de stress permanent. Et paradoxalement, ce stress alimentaire peut annuler les bénéfices d'une alimentation pourtant saine. La paix avec son assiette, la capacité à manger avec plaisir et sans culpabilité est en elle-même un facteur de santé. Le 8e signe, c'est ta capacité à apprendre. Est-ce que tu continues à apprendre des choses nouvelles? Est-ce que tu stimules régulièrement ton cerveau avec des défis intellectuels, des découvertes, des curiosités nouvelles? Le cerveau est un organe d'une plasticité remarquable. Pendant longtemps, on a cru que les connexions neuronales se formaient dans l'enfance et l'adolescence, puis se figeaient. On sait maintenant que c'est faux. Le cerveau adulte, même âgé, est capable de former de nouvelles connexions, de s'adapter, de se transformer. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et l'un des meilleurs moyens de maintenir cette plasticité, c'est de continuer à apprendre. Apprendre une langue étrangère, apprendre à jouer d'un instrument de musique, se mettre à la peinture ou à la poterie, lire des livres sur des sujets qu'on ne connaît pas, s'intéresser à l'histoire, à la philosophie, aux sciences. Toutes ces activités d'apprentissage entretiennent le cerveau, créent de nouvelles connexions et sont associées à un risque réduit de déclin cognitif. Il y a quelque chose de profondément vivifiant dans l'apprentissage. Quelque chose qui nous reconnecte à cette curiosité enfantine que nous avions tous et que la vie adulte a parfois un peu étouffée. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on se retrouve dans une position de débutant, de novice, et cette position est en réalité très saine. Elle nous oblige à rester humble, à rester présent. Elle nous sort de nos routines, de nos automatismes, et elle réveille une partie de nous qui avait peut-être sommeillé. J'ai rencontré des personnes de 80, 85 ans qui apprenaient à utiliser un ordinateur, qui prenaient des cours de danse, qui s'inscrivaient à l'université du 3e âge. Et leur vivacité, leur enthousiasme, leur présence au monde étaient palpables. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le fruit de cette décision de continuer à s'ouvrir, à grandir, à apprendre. Le 9e signe, c'est ta relation à l'optimisme. Attention,
Je ne parle pas d'un optimisme naïf, d'un déni de la réalité, d'un sourire forcé devant les difficultés. Je parle d'une disposition plus profonde, que les psychologues appellent parfois l'optimisme réaliste ou la résilience cognitive. C'est la capacité à croire que les choses peuvent aller mieux, que les difficultés ne sont pas permanentes, que l'on a une certaine capacité à influencer sa propre vie. Les recherches de Martin Seligman sur la psychologie positive ont montré que les personnes optimistes, dans ce sens-là, ont une santé physique meilleure, un système immunitaire plus fort et une espérance de vie plus longue. L'optimisme influence nos comportements de santé. Les personnes optimistes sont plus susceptibles de prendre soin d'elles-mêmes, de consulter un médecin, de suivre leur traitement, de faire de l'exercice. Et l'optimisme influence aussi directement notre biologie, via des mécanismes neuro-endocriniens complexes. La bonne nouvelle, et c'est quelque chose que j'ai vu de nombreuses fois dans ma pratique clinique, c'est que l'optimisme peut se cultiver. Ce n'est pas uniquement un trait de personnalité inné. On peut apprendre à voir les choses différemment, à reframer les situations difficiles, à identifier les aspects positifs, sans nier les aspects négatifs. La thérapie cognitive, la pratique de la gratitude, la méditation, la connexion sociale sont autant d'outils qui peuvent nourrir cette disposition optimiste. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est une façon simple et belle de prendre soin des personnes que tu aimes. Le 10e signe, c'est ta relation à ton corps. Est-ce que tu habites ton corps? Est-ce que tu en prends soin avec bienveillance? Est-ce que tu l'écoutes quand il te parle? Après 70 ans, la relation au corps peut devenir compliquée. Il y a souvent des douleurs, des limitations, des changements qui ne sont pas toujours faciles à accepter. Et la tentation est parfois soit de tout ignorer, de faire comme si le corps n'existait pas, soit au contraire de devenir hypervigilant, anxieux, obsédé par chaque symptôme. La relation saine au corps, c'est quelque chose entre les deux. C'est une écoute attentive, mais non anxieuse. C'est prendre soin de son corps avec bienveillance, comme on prendrait soin d'un vieil ami fidèle. C'est lui donner ce dont il a besoin: mouvement, repos, nourriture, plaisir, contact. Et c'est aussi accepter ses limites avec grâce, sans se battre contre ce qui ne peut pas être changé. Les recherches sur l'image corporelle chez les personnes âgées sont très intéressantes. Elles montrent que les personnes qui ont une relation positive à leur corps, qui se sentent à l'aise dans leur peau, malgré les changements liés à l'âge, ont une meilleure santé mentale et physique. Et cette relation positive au corps passe souvent par des pratiques corporelles douces. Le yoga, le tai chi, la marche consciente, la danse, la natation. Des activités qui nous reconnectent à notre corps non pas comme un problème à résoudre, mais comme une source de plaisir et de présence. Je me souviens d'une patiente qui avait développé une relation très critique à son corps après une opération chirurgicale qui avait laissé des cicatrices visibles. Elle évitait les miroirs, elle évitait les contacts physiques, elle se sentait trahie par son propre corps. Et le travail thérapeutique que nous avons fait ensemble consistait en partie à réconcilier cette femme avec son corps, à lui apprendre à voir ses cicatrices non pas comme des marques de défaite, mais comme des témoignages de sa force, de sa capacité à traverser quelque chose de difficile et à continuer. Le 11e et dernier signe, c'est ta capacité à accepter et à lâcher prise. C'est peut-être le plus profond de tous, et le plus difficile aussi, parce que nous vivons dans une culture qui valorise le contrôle, la maîtrise, la performance. Une culture qui nous dit que si quelque chose ne va pas, c'est qu'on n'a pas fait assez d'efforts, qu'on n'a pas assez voulu. Et cette culture du contrôle peut devenir très toxique quand on vieillit, quand on fait face à des pertes inévitables, à des deuils, à des limitations. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est une distinction fondamentale. La résignation, c'est abandonner, c'est se dire que rien ne vaut la peine, que tout est de toute façon perdu. L'acceptation, c'est quelque chose de bien différent. C'est reconnaître ce qui est sans le nier et sans s'y opposer inutilement. C'est trouver la paix avec ce qu'on ne peut pas changer pour mieux concentrer son énergie sur ce qu'on peut influencer. Les traditions de sagesse, qu'elles soient bouddhistes, stoïciennes ou issues de la psychologie contemporaine, convergent toutes vers cette idée. La souffrance vient souvent moins des événements eux-mêmes que de notre résistance à ces événements. Quand on apprend à lâcher prise,
à accepter le flux de la vie avec ses joies et ses peines, on libère une énergie considérable. Une énergie qui peut alors être consacrée à vivre pleinement, à être présent, à aimer. Les recherches sur la résilience chez les personnes âgées montrent que celles qui vieillissent le mieux ne sont pas nécessairement celles qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont souvent celles qui ont développé une capacité à s'adapter, à transformer les épreuves en apprentissage, à trouver du sens même dans la souffrance. Cette capacité d'acceptation et de lâcher prise est l'une des qualités psychologiques les plus protectrices que l'on puisse développer. Je pense à Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a écrit l'un des livres les plus importants du XXe siècle, Découvrir un sens à sa vie. Il disait que même dans les situations les plus extrêmes, là où tout nous est enlevé, il reste toujours une liberté, celle de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Ce n'est pas une liberté abstraite, c'est une liberté très concrète, très pratique, qui peut faire la différence entre une vie vécue dans l'amertume et une vie vécue dans la dignité et la paix. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 11 signes. Et avant de conclure, je voudrais prendre un moment pour les revisiter ensemble, non pas comme une liste de choses à cocher, mais comme une invitation à la réflexion. La vitesse de marche nous parle de vitalité globale, de l'état de notre corps et de notre esprit. La qualité du sommeil nous rappelle l'importance du repos, de la récupération, du temps que l'on donne à son cerveau pour se régénérer. La force musculaire nous dit que le corps a besoin d'être entretenu, sollicité, respecté dans sa capacité à rester fort et stable. Le réseau social nous rappelle que nous sommes des êtres de lien, que nous avons besoin des autres pour vivre pleinement et en bonne santé. Le sens de la vie nous invite à nous demander ce qui nous fait vraiment vibrer, ce pourquoi nous avons envie de nous lever le matin. La gestion du stress nous rappelle que ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y répondons. L'alimentation consciente et conviviale nous reconnecte au plaisir simple de nourrir notre corps avec soin et de partager ce moment avec d'autres. La curiosité intellectuelle et le goût d'apprendre nous gardent vivants dans notre tête, créatifs, ouverts, présents. L'optimisme réaliste nous donne la force de croire que demain peut être meilleur et que nous avons un rôle à jouer dans cela. La relation bienveillante au corps nous apprend à habiter notre enveloppe physique avec douceur et gratitude, même quand elle change, même quand elle nous surprend. Et l'acceptation et le lâcher-prise nous offrent peut-être le plus grand cadeau de tous, la paix. Ce que j'aimerais que tu retiennes de tout ceci, c'est que la longévité n'est pas un mystère réservé aux génétiquement chanceux ou aux riches qui peuvent se payer les meilleurs médecins. La longévité et surtout la qualité de vie dans les années qui viennent est en grande partie entre tes mains. Pas entièrement, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, mais beaucoup plus que ce qu'on croit souvent. Et ce qui est beau dans tout cela, ce qui me touche profondément, quand je regarde ces recherches, et quand je pense aux personnes que j'ai accompagnées au fil des années, c'est que les choses qui nous font vivre plus longtemps et en meilleure santé sont aussi les choses qui nous font vivre plus heureux. Ce ne sont pas des sacrifices, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des invitations à plus de présence, plus de lien, plus de sens, plus de joie, marcher avec énergie dans la rue, bien dormir, rester fort dans son corps, cultiver ses amitiés, trouver ce qui donne du sens à sa vie, apprendre à gérer le stress avec sagesse, manger avec plaisir et en bonne compagnie, continuer à apprendre et à s'émerveiller, garder un regard optimiste sur la vie, habiter son corps avec bienveillance et apprendre à lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce sont là les ingrédients d'une vie longue, certes, mais surtout d'une vie pleine. Je voudrais terminer avec une pensée qui me revient, souvent, et que j'ai partagée dans plusieurs de mes livres. Vieillir, ce n'est pas perdre. Vieillir, c'est devenir, c'est accumuler des couches d'expérience, de sagesse, de compréhension. C'est apprendre à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. C'est développer une capacité à la présence, à la gratitude, à l'amour, qui s'approfondit avec les années, si on lui en donne la chance. Les personnes les plus épanouies que j'ai rencontrées dans ma vie, les personnes qui rayonnaient vraiment, qui avaient cette présence chaleureuse et lumineuse, n'étaient pas nécessairement les plus jeunes, les plus belles ou les plus riches.
C'étaient souvent des personnes qui avaient traversé beaucoup de choses, qui avaient appris de leurs épreuves et qui avaient choisi consciemment ou non de cultiver en elles ce qui était bon, ce qui était vrai, ce qui était vivant. Tu peux être cette personne, quel que soit ton âge aujourd'hui, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as traversé. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi avec plus de bienveillance, pour cultiver ses liens, pour trouver son ikigai, pour apprendre à dormir mieux, à marcher avec plus d'élan, à lâcher ce qui pèse inutilement. La vie, après 70 ans, peut être l'une des périodes les plus riches et les plus profondes de toute une existence, à condition de lui faire confiance, à condition de s'y engager, à condition de continuer à croire qu'il y a encore de belles choses à vivre, à découvrir, à donner. Ce voyage que nous avons fait ensemble à travers ces 11 signes, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Une réflexion nouvelle, peut-être, une prise de conscience, ou simplement le sentiment que tu n'es pas seul dans ces questions, que beaucoup d'entre nous se posent les mêmes interrogations sur le temps qui passe, sur la façon de vieillir avec dignité et avec joie. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un parent, quelqu'un que tu aimes et pour qui ces réflexions pourraient faire une différence. C'est une façon simple et belle de prendre soin des autres. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Et souviens-toi, chaque jour est une invitation à devenir un peu plus pleinement toi-même.